quiescente, elle meurt. Et cette dynamique-là, qui est très simple, hein, on a juste quatre contrôles possibles, amène à faire... et elle se différencie. Donc 5 contrôles possibles. Et avec ces 5 contrôles possibles, qui sont d'une simplicité incroyable, on arrive à faire émerger des formes complexes. Et ça, ni un biologiste, ni un informaticien, ni un mathématicien, ni qui que ce soit ne comprend ça. Alors, j'ai bien aimé l'exposé qui était de Mishka tout à l'heure, où ils s'amusaient à faire pousser leurs bactéries dans des ensembles contraints, parce que la théorie sur laquelle je travaille, qui est la théorie de la viabilité, c'est exactement ça. C'est arriver à comprendre, théoriquement, et non pas pratiquement comme ils le font, comment une dynamique simple, qui est la division cellulaire, peut atteindre des formes données. Alors on voit bien que pour l'instant, sur les bactéries, ben, c'est en général plutôt du 2D, un petit peu de 3D dans l'épaisseur. Quoi? Ouais, c'est ça. Quoi? Pourquoi ça va pas? Alors, avant de venir ici, j'avais fait j'avais réfléchi à une première présentation qui était juste la viabilité. Et puis ce matin, en écoutant les 2 premiers orateurs, j'ai dit... attends, je vais où? Voilà. Et donc, ce matin, en écoutant les 2 premiers orateurs, je me suis dit, mais non seulement il faut parler de viabilité, mais il faut parler d'inaction. Alors pourquoi l'inaction? Parce que c'est le paradigme qui assoit ma recherche. L'historique de l'inaction, ça vient d'un chercheur en biologie qui s'appelle Francisco Varela, qui a travaillé pendant quelques années, de 68 à 86, sur la neurophysiologie de la vision, et qui a commencé à essayer de comprendre les racines biologiques en se disant, mais qu'est-ce qui est le point commun de tout ce que je peux voir moi en biologie? Et un des mots fondateurs de ces recherches était l'autonomie. Et moi qui suis chercheur en maths et en informatique, si on travaille et qu'on veut un peu réfléchir à ce qu'est un petit robot ou des choses comme ça, ben on va tout de suite parler d'autonomie. Et on va essayer de comprendre l'auto-organisation, comment des cellules s'auto-organisent, comment des cellules qui s'auto-organisent arrivent à créer des systèmes autonomes, comment on arrive à faire émerger des formes avec différents organes. Alors, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis ensuite, Varela a commencé à travailler de 86 à 95 sur l'organisation du système immunitaire, essayer de comprendre ça, comment le système immunitaire fonctionnait. C'est là qu'il a commencé aussi à travailler en neurosciences. Et a écrit un bouquin qui s'appelle L'inscription corporelle de l'esprit, qui est un très chouette bouquin qui va l'amener à faire de l'épistémologie et de la phénoménologie. Donc j'ai voulu parler un petit peu de Varela parce que je dirais son discours, c'est souvent un discours qui moi me revient quelque part dans le cerveau, parce que c'est quelque chose sur lequel les questions qu'il pose sur le vivant sont vraiment des questions fondamentales. Alors il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de l'inaction et dans tous les domaines possibles. Il y a des philosophes, des neurosciences, des anthropologues, des linguistes, des informaticiens, des roboticiens, des psychologues. Donc il y a vraiment pas mal de chercheurs qui travaillent autour de ce paradigme-là. Et je vais essayer de vous expliquer un peu ce sur quoi ça se base. Et pourquoi j'y ai pensé ce matin, parce que normalement je ne voulais pas du tout vous parler de ça aujourd'hui. Ça me paraissait complètement hors sujet. Et puis ce matin, je me dis finalement, c'est peut-être pas si hors sujet que ça, donc je vais essayer de vous en parler. Donc la simulation de l'origine biologique de l'inaction, c'est ce qu'on essaye de faire, et on essaie de comprendre l'autonomie et la complexité. Et comment, d'interaction simple, on arrive à faire émerger quelque chose qui est complexe et non trivial. Et pourquoi on n'arrive pas aussi à savoir ce qui va émerger. Quand on regarde par exemple des fourmilières, il y a des interactions simples qui se sont faites par les fourmis au niveau local, et à un moment donné, qu'est-ce qui sort? Un bâtiment qui est relativement complexe, alors que les interactions des fourmis au départ sont simples.
Donc le vivant, Varela va parler d'autonomie et de complexité. Et il va faire le parallèle entre une cellule, qui est le vivant, et l'autopoïèse. Alors je vais expliquer tout de suite après ce que c'est que l'autopoïèse et l'autonomie. C'est-à-dire le vivant, ce qui vraiment caractérise le vivant, c'est l'autonomie, et ce qui va caractériser la cellule, c'est l'autopoïèse. Et l'autopoïèse, ça va vous parler parce que c'est quoi? C'est un système qui est organisé comme un réseau de processus de production qu'il compose, qui régénère continuellement le réseau qui les a produits, c'est-à-dire qui est totalement autonome. Donc je pense que cette notion d'autopoïèse, lorsque vous parlez de processus qui bouclent, en fait, ben c'est vraiment ce principe fondamental de l'autonomie qui vient du vivant, et qui constitue le système en tant qu'une unité concrète dans l'espace où il existe. C'est-à-dire que c'est une unité autonome, et puis à côté, il y aura d'autres unités autonomes. Et là, on va regarder ensuite, je dirais, le bouclage de ces différentes unités autonomes. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont amusées à regarder ce qu'était un système autopoïétique minimal, c'est-à-dire un système qui est capable de s'auto-générer dans un environnement, c'est-à-dire de se nourrir de ce qu'il y a autour, de générer, je dirais, des détritus, de reconstruire, etc. Donc il y a Bourgine et Stewart, par exemple, qui ont fait une petite explication de ce qu'était un système autopoïétique minimal. Donc le comportement d'un tel système, c'est le maintien. Alors une cellule vivante, c'est typiquement un système autopoïétique minimal, c'est-à-dire c'est un système qui, dans un environnement donné, est capable de se maintenir. Et avec des comportements plus complexes, c'est-à-dire qu'il va pouvoir interagir avec l'extérieur. Ensuite, il y a de l'autopoïèse à l'action. Alors la cellule est infiniment plus complexe, ses interactions avec l'environnement peuvent provoquer des déformations et des mouvements. Ces mouvements peuvent favoriser l'autopoïèse, c'est-à-dire peuvent améliorer la viabilité de la cellule. Et l'interaction va amener la connaissance. C'est-à-dire qu'une cellule toute seule n'est pas intéressante, mais par contre la cellule en interaction avec d'autres cellules ou avec l'extérieur est intéressante. Et là, on va commencer à parler plus de biologie, puisqu'on va regarder une cellule comme système autopoïétique, mais système autopoïétique en action avec son environnement. Et là, on va parler de la partie génétique de la cellule. Donc là, je reparle un petit peu de morphogénèse, la partie génétique de la cellule, et l'interaction avec son environnement, c'est-à-dire la partie épigénétique des cellules. Les bactéries sont clairement des systèmes autopoïétiques qui ont un comportement qui est conditionné par l'environnement. Alors je ne sais pas si sur le PDF ça va fonctionner, mais normalement il y a un gradient de substance ici, qui part de là. Là, on a une bactérie qu'on simule qui va aller chercher ce dont il a besoin pour grandir. Donc il y a, en interaction avec son environnement, la cellule va aller chercher ce dont elle a besoin. Et là, on va parler de créer du sens, sense-making. Donc, au niveau de la cellule, on a ce besoin de créer du sens. Et je pense que, étant donné qu'on est une somme finie de cellules, nous-mêmes, on a aussi besoin de créer du sens. Et ce que dit Varela, c'est que quelle que soit la hauteur de vision par rapport à un système autopoïétique, on peut le regarder au niveau de la cellule, on peut le regarder au niveau de l'humain, on peut le regarder au niveau sociologique. Je dirais les mécanismes de base sont toujours les mêmes et on est en fait nous-mêmes qu'un amas de cellules, et donc ce qui marche bien au niveau de la cellule doit bien marcher pour nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a une phrase qui est très belle qui dit que pour comprendre la cognition humaine, il faut comprendre les racines biologiques de la cognition, c'est-à-dire comment fonctionne une cellule, je dirais, qui est un des constituants de base de ce que l'on est. Donc, c'est vrai que la cognition au niveau biologique peut nous inspirer pour comprendre la cognition au niveau humain, et la création du sens est importante. Donc c'est ce que je disais, donc il généralise de la cellule à l'organisme multicellulaire, du corps au système nerveux, du système nerveux à la cognition de haut niveau, et la formalisation, c'est ce qu'il va appeler la clôture opérationnelle,
C'est-à-dire, c'est un processus qui va permettre qui constitue le système et qui est conditionné par au moins un autre processus du système. Donc c'est la relation de clôture qui définit l'identité, c'est-à-dire que c'est l'interaction entre un système autonome et son environnement qui va permettre de générer et de maintenir de façon active l'identité du système. C'est-à-dire qu'une cellule dans un environnement donné n'est pas la même chose qu'une cellule dans un autre environnement. Donc lorsqu'on est dans le tout génétique au niveau biologique, Varela est complètement à l'encontre de ça et il est totalement dans la partie génétique en relation avec l'environnement. Et donc la cellule apprend par son environnement et va coder différemment dans son ADN en fonction de l'environnement dans lequel elle est. Donc un système, c'est un système autonome, c'est-à-dire que les cellules qui sont en bleu-gris là, c'est un système autonome qui est en relation avec un autre système, qui lui-même est un système autonome, et qui va évoluer, et par ses interactions avec ce système autonome, va grandir et faire émerger des choses. Donc, il parle de 3 niveaux de complexification au niveau de l'inaction, c'est-à-dire que le premier système est en relation avec un deuxième système qui fait émerger un troisième système, et il y a des rétroactions, des feedbacks à tous les coups. Donc c'est intéressant de se rendre compte que il faut au moins 3 niveaux d'interaction pour faire émerger des choses complexes. En dessous, on a peu d'interactions. Et en fait, pourquoi j'ai voulu parler de ça, c'est par rapport, je pense, au discours de ce matin du monsieur qui vient du Japon, et qui parlait que vraiment pour pouvoir faire fonctionner un système en transition et quelque chose d'autonome, un fonctionnement pyramidal, ça ne fonctionne pas. Et on voit bien que dans le vivant, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un fonctionnement pyramidal, on ne peut pas imaginer qu'il y a quelque chose au-dessus qui nous dit ce qu'il faut faire et comment ça doit fonctionner. Par contre, il y a des contrôles qui sont au niveau de chaque cellule et au niveau de chaque entité qui permet, par les cognitions de chaque petite entité, de faire émerger des choses. Et nous sommes des exemples d'organismes cognitifs, d'organismes viables. On en est des exemples incarnés, et le papillon aussi, et la chenille aussi, le ver de terre aussi. Et ensuite, deux systèmes comme ça vont eux-mêmes interagir ensemble et coévoluer. Donc dans la notion de Varela, il y a vraiment donc, ces 3 niveaux de complexification et puis la coévolution des organismes des uns avec les autres. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la morphogénèse, au tout début, une morphogénèse, c'est quoi? C'est une cellule. Et puis ensuite, elle se divise en 2. Alors un biologiste va vous dire, les 2 cellules, là, au début, c'est les mêmes. Il y a 2 cellules l'une à côté de l'autre. Et un mathématicien va dire, non, c'est pas la même chose. Parce qu'il y en a une qui a une voisine à droite, et puis l'autre qui a une voisine à gauche. Donc rien que ça, à 2 cellules, l'environnement de chaque cellule n'est pas la même, puisque elles n'ont pas les mêmes voisins. À 4 cellules, c'est pareil, à 8 cellules, et puis plus on va complexifier, plus ça va être compliqué. Donc l'environnement d'organismes très simples, même à 2 cellules, n'est pas le même. Donc le point de vue inactif, on va avoir... Alors ne lisez pas la première phrase parce qu'elle est sortie du contexte, mais comme j'ai fait ça ce matin super vite en écoutant les 2 exposés, mais on va regarder juste le petit schéma. C'est quoi? C'est un organisme avec un couple sensorimoteur et un système nerveux. Et puis, surtout, on a un environnement, et l'organisme va donner des effets sur l'environnement, et l'environnement va perturber l'organisme qui va lui permettre d'évoluer. Donc, on va parler d'auto-organisation de systèmes biologiques. Et donc, un organisme biologique, c'est un système ouvert et pas fermé comme en physique ou en chimie, et ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que les mathématiques qui viennent pour la plupart du temps, je dirais depuis un certain nombre de siècles,
viennent de la physique et de la chimie ne sont pas faits pour la biologie. Donc, toute la théorie des systèmes dynamiques ne fonctionne pas en biologie. Mais pourtant, on peut quand même aller chercher des choses là-dedans. Et on va chercher des choses en système dynamique. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'une forme, ça va être un état stable à un moment donné. Et je parle de forme parce que je pense que la forme nous donne des informations sur les contrôles qui peuvent exister au niveau de la biologie. Et que pour comprendre le vivant, pour comprendre la forme, il faut comprendre les contrôles qui ont été mis en place par la biologie. On va avoir une coexistence d'ordre et de désordre, et ça c'est super, ça permet de ne pas vouloir tout contrôler. Et je pense qu'il y a une importance forte d'accepter l'ordre et le désordre. Je dirais un mouvement comme la transition, pour moi c'est un mouvement qui est en train de croître, etc. Et ce qui est intéressant, c'est justement que chaque personne ou chaque individu va créer de l'ordre, du désordre, il va y avoir des interactions, il va y avoir des choses, et c'est ça qui va faire émerger les idées. Et l'auto-organisation des systèmes biologiques et l'inaction nous permet de dire, ben, il y a du désordre, c'est pas grave, au contraire. C'est ça qui fait émerger des choses intéressantes. Et ce qu'on sait aussi, c'est que la connaissance des systèmes dynamiques non linéaires nous permet de dire qu'une petite perturbation peut entraîner des cascades d'événements imprévisibles, et ce qu'on va appeler la sensibilité aux conditions initiales, c'est-à-dire que la même expérience pourra être essayée autre part, et ben on va trouver peut-être des choses différentes. Donc ce dont on parlait tout à l'heure avec le bateau et puis les expériences, ben, toutes ces expériences-là sont importantes pour moi parce que ça va permettre de faire émerger des choses intéressantes et puis faire interagir les choses. Voilà, donc maintenant je vais parler de forme. Et je veux dire que la forme, elle informe sur la viabilité des choses. Je vais vous montrer un film, parce que je ne peux pas vous montrer... Enfin, je vais vous montrer ce que c'est qu'une morphogénèse. C'est un film qui a été fait par Nadine Perrieras, qui est à Gif-sur-Yvette. La morphogénèse, c'est silencieux. Hein? Il y a plus de temps. Dans un univers incertain, pour maintenir la viabilité d'un écosystème. Alors, il y a pas mal de recherches qui sont faites en écosystémique. Tout à l'heure, je parlais de l'INRA, de l'IRD, le CEMAGREF, etc. Il y a des gens qui font de la viabilité pour des écosystèmes, c'est-à-dire qui essayent de trouver les règles de décision pour maintenir un écosystème viable. L'autre jour, je disais un truc sur maintenir un lac viable, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de phosphate, qu'il y ait suffisamment de vie dans le lac et il ne finisse pas complètement jaune. Donc la viabilité, elle sert à ça. Donc on a besoin de quoi? D'un environnement, c'est-à-dire il faut qu'on ait un environnement qui soit viable pour un écosystème. On va avoir un état qui va évoluer dans cet environnement. On va avoir une cible qu'on va vouloir atteindre en un temps fini. Par exemple, si je veux que dans 10 ans, la Seine soit plus polluée, j'ai une cible qui va me dire, ben voilà ce que je veux comme contrainte, je me mets des contraintes, et je veux arriver à cet état-là. Alors, il va falloir que je détermine si c'est possible déjà. Donc, est-ce que mon ensemble de viabilité... Océanopolis ferme ses portes. Nous vous remercions de votre visite et vous souhaitons une agréable soirée. Ladies and gentlemen, Océanopolis is closing. We thank you for your visit and wish you an enjoyable evening. Meine Damen und Herren, zu Ihrer Information, Océanopolis schließt. Wir danken Ihnen für Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen guten Abend. Bon, j'en ai pour 2-3 minutes, un peu plus. Donc, il y a un truc intéressant, c'est le principe d'inertie.
qui est profondément lié au vivant et qui dit que les contrôles ne vont évoluer que lorsque la viabilité est en jeu. Donc c'est parce qu'on met la viabilité de l'organisme ou de la cellule en jeu qu'elle elle évolue. Et c'est le paradigme qu'on pose, c'est de dire que la différenciation cellulaire, c'est ça. C'est à partir du moment où on met en jeu la viabilité de la cellule, elle va se différencier. Et c'est ce principe d'inertie qui permet des équilibres dynamiques ponctués qu'on voit dans l'évolution des systèmes. C'est-à-dire que parfois, pendant des centaines d'années, on ne va pas voir de formes nouvelles évoluer. Et à un moment donné, on verra d'autres formes apparaître. On a des multiplicateurs de viabilité pour établir la viabilité des systèmes. Donc on a 3 multiplicateurs de viabilité dans notre théorie. C'est de maintenir la dynamique, mais de changer les contraintes. C'est ce qui se passe lorsque le poussin casse l'œuf. C'est-à-dire qu'elle maintient sa dynamique, mais elle casse l'œuf, donc son environnement change. On maintient les contraintes, mais on change la dynamique. Ça, c'est la différenciation cellulaire. Et on change les conditions initiales, et ça, c'est Darwin. La transition, c'est le passage d'un état à un autre. Pour moi, c'est une période intermédiaire. C'est un changement de dynamique locale qui peut faire émerger autre chose. Et la transition, pour moi aussi, c'est lorsque la viabilité est mise en péril, les cellules des organismes vivants doivent modifier les contrôles. C'est la différenciation cellulaire. Cette différenciation amène à une ou plusieurs conditions de forme viable qui peuvent être en équilibre dynamique pendant un certain temps. Donc on va voir émerger des formes de transition différentes. C'est ce qui est intéressant. Alors je voulais parler aussi de résilience. Je crois que c'est ma dernière diapo. C'est l'intensité maximale de la force qu'un système peut absorber sans changer de comportement, de fonction ou de processus de régulation. C'est-à-dire que je bouge, j'essaye de le modifier, il va revenir dans un état stable qui est équivalent à celui que j'ai pris. Alors au niveau des cellules, c'est ce dont je peux parler, c'est chaque cellule va essayer de changer ses contrôles quand sa viabilité est en jeu. La capacité à trouver de nouveaux contrôles quand les contrôles connus ne permettent pas de maintenir la viabilité. La nécessité de garder en mémoire les contrôles utilisés. Donc là, on parle de site web pour garder ce qui a été emmagasiné comme connaissance, c'est exactement ça. La nécessité d'organiser l'organisme global en plus petites entités autonomes, des organes par exemple, et les frontières sont des lieux importants. C'est-à-dire que là où on se rend compte, là où des organes différents vont se toucher, c'est ça qui est important. Et c'est un des points durs dans la morphogénèse, c'est de comprendre comment des cellules arrivent à maintenir les frontières. Et pourquoi des cellules d'un certain type n'ont pas mangé un peu de place s'il y a des cellules d'un autre type qui meurent. Et comment les frontières, les organes restent en place. Et vous avez jamais posé la question, j'imagine, le matin, pourquoi j'ai la même tête qu'hier. Si vous regardiez une simulation de morphogénèse, vous vous rendriez compte que c'est complètement fabuleux d'avoir la même tête qu'hier, enfin à peu près quand on a bu. Et c'est quelque chose qui est incroyable à voir et de se dire, mais ça reste en place, alors que la totalité de mes cellules ont changé. Il y a 10 ans, je n'étais pas la même personne. J'étais une personne qui était faite d'autres cellules. Et chaque jour, j'ai un certain nombre de cellules qui meurent, qui renaissent, et pourtant je suis la même personne. Donc ça, c'est vraiment des questions sur lesquelles moi je m'interroge énormément, parce que c'est des choses qui ne sont absolument pas triviales. Voilà. Donc je ne sais pas si ça a pu vous raconter des choses. Mais j'avais prévenu, je t'avais prévenu, vous saviez que j'étais pas sûre d'être pertinente là-dedans. Mais en tout cas, c'est des questions que je pose.